Connaissez-vous les néo-réactionnaires? Avec Richard Verly, on va discuter d'un certain Curtis Yarvin, d'un autre Nick Land ou encore de Marc Andreessen. Ils sont blogueurs, ils sont philosophes, ils sont investisseurs ou même milliardaires de la Silicon Valley. Ils sont surtout les nouveaux idéologues au pouvoir d'une certaine façon, en tout cas en influence à la Maison-Blanche, et leurs idées ont gagné l'administration Trump. Leur projet, vous allez le voir, est tout sauf démocratique et à bien des égards effrayants. Bonsoir Arnaud Miranda. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Les Lumières sombres, comprendre la pensée néo-réactionnaire. C'est le premier opus d'une nouvelle collection, la collection de géopolitique, la prestigieuse maison d'édition Gallimard, une collection qui est dirigée par la revue Le Grand Continent, une revue prestigieuse de référence en géopolitique. Déjà ce titre, oxymore, les Lumières sombres. Expliquez-nous, on aurait pu parler aussi d'une force obscure. De quoi parle-t-on précisément ? Alors cette expression lumière sombre, c'est une traduction d'abord de l'anglais Dark Enlightenment. Donc c'est pas moi qui invente cette expression pour la styliser. Hein. C'est le titre en fait d'une série d'articles qui ont été écrits par un blogueur qui est l'une des deux, on va dire, principales figures de ce mouvement, qui est Nick Land, l'autre étant Curtis Yarvin que vous avez évoqué. Donc pourquoi lumière sombre ? Alors il y a déjà, et vous l'avez aussi mentionné, une référence à Star Wars, qui est assez typique du style de ces auteurs, puisque ce sont des Alors auteurs oui, c'est qui ça sont qui est absolument avant tout... fascinant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une contre-culture numérique, pop, geek, et des séries comme Star Wars avec les mondes, l'Empire d'un côté, les Jedi de l'autre. Vraiment, c'est une influence fondamentale. Voilà, c'est la manière dont ils écrivent, c'est une contre-culture complètement inspirée de culture populaire, des films, et qui n'hésite pas à mêler en fait idéologie et culture populaire. Donc, lumière sombre, c'est le côté obscur de la force, et donc c'est une version, disons, alternative de la modernité qu'ils nous proposent, contre les Lumières, donc contre l'universalisme moral, contre la démocratie, contre le libéralisme, une modernité qui serait celle de l'innovation technologique, du capitalisme effréné et qui ne serait pas restreint par des valeurs morales comme les droits de l'homme par exemple. Donc c'est vraiment le côté obscur de la force face à celui des Jedi qui serait le camp de la démocratie en quelque sorte. Oui, Darth Vader devient le libérateur en quelque sorte. Voilà, Darth Vader lui-même apporte le bien, apporte le développement à ces populations. Mais une chose quand même, ils ont un argument. Moi, vous le savez, j'ai travaillé sur les États-Unis. Cette Amérique qui nous déteste. Cette Amérique qui nous déteste, mais ils ont un argument. C'est l'argument de l'efficacité. C'est-à-dire qu'ils proposent, au fond, un système qui est à la fois efficace et qui prétend donner la liberté individuelle, alors que la démocratie institutionnelle, disent-ils, est confisquée par les minorités. Oui, c'est la particularité en fait de ce courant qui n'est pas d'ailleurs le seul courant qui redéfinit aujourd'hui le Trumpisme. Il faut insister aussi sur le fait qu'il y a une droite chrétienne, conservatrice qui a un rôle décisif. Mais c'est un courant qui est nouveau et qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir de manière aussi importante dans le parti républicain, qui vient de la Silicon Valley. Et il arrive avec cette droite tech, cette droite de la Silicon Valley, dont Peter Thiel est peut-être la meilleure incarnation. Qui était récemment en France, il faut le dire. Absolument, il était lundi reçu à l'Académie des sciences morales et politiques. Et disons que ce courant de la droite de la Silicon Valley apporte quelque chose qui est assez étranger au courant conservateur. C'est une rhétorique d'ingénieur, de l'efficacité. Oui. Et il y a, si on reprend l'une des idées principales du blogueur Curtis Yarvin, qui est la figure la plus médiatisée. On va y venir dans le détail, vous allez nous le présenter, parce que les Français ne sont pas encore très familiers, même s'il revient dans le débat public, et le lien avec les milliardaires de la tech, dont Peter Thiel. Restons un instant sur la culture, l'univers. On a compris la néo-réaction, au fond cette idée que la technologie ne peut pas être entravée, sans limite, et qu'au fond la démocratie est un peu vieillotte avec ses normes et ses différentes règles. J'ai pu lire qu'il y a une contre-culture geek au point d'être dans l'univers de Matrix. Vous nous expliquez ça ? La pilule rouge, la pilule bleue, c'est vraiment quelque chose qui sert de modèle de référence pour penser ce monde des lumières sombres ? Alors, encore une fois, c'est en effet une référence qui prend place dans cette manière d'écrire très spécifique qui est une écriture d'Internet. Ce que je n'ai pas précisé, en effet, c'est qu'une autre originalité de ces auteurs, c'est qu'ils ne sont pas
canoniques. Ils ne s'expriment Pas des pas intellectuels universitaires. Voilà. Alors, l'un de ces intellectuels vient de l'université, mais finalement, lorsqu'il s'exprime en tant que néo-réactionnaire, il le fait sur des blogs et sur Internet. Donc, il a démissionné de l'université, il a quitté l'université depuis bien longtemps. Mais la plupart d'entre eux sont des blogueurs pseudonymes. Et ce qui est de très nouveau et de très intéressant, c'est que cette idéologie se construit à partir de la fin des années 2000, début des années 2010, strictement sur Internet. Elle n'a pas de connexion directe avec des médias importants, même conservateurs, avec des universitaires. Donc, et le monde de la matrice, il y aurait voilà. Et donc, un arrière-monde tel qu'il est vont... réellement et un monde caché, un monde qu'on nous impose. Et donc, oui, ils vont reprendre un certain nombre de métaphores qui sont typiques de la culture Internet, et notamment cette métaphore de la pilule rouge qui vient de Matrix, qui est ce moment dans le film où le héros a le choix de rester dans l'illusion de la réalité telle qu'elle lui apparaît, ou de sortir de cette illusion pour voir le monde tel qu'il est, c'est-à-dire froid, ignoble, brutal, etc. Et en fait, c'est vraiment typique du style de ces néo-réactionnaires. Ils ne cherchent pas fondamentalement à convaincre avec des arguments dans l'espace démocratique, ils nous proposent une vision alternative. Je décris dans le livre comme étant une position, ce qu'on appelle en sciences politiques et aussi en littérature, la position pamphlétaire. C'est-à-dire on se met à la lisière de l'espace démocratique. On ne cherche pas à batailler, à convaincre la masse de ses idées. On propose simplement à l'élite intellectuelle une manière de redécrire le monde. Et cette pilule rouge, cette métaphore, elle signifie exactement cette position. C'est-à-dire, on ne va pas chercher à vous convaincre dans l'espace démocratique de l'inefficacité de la démocratie. On va juste redéfinir, redécrire, changer l'intégralité du langage politique. Et si vous acceptez et vous avez l'impression que cette redescription est convaincante, ou en tout cas est de bon sens, alors vous avez... Je voudrais qu'on mette des visages. On a un extrait d'un documentaire à vous montrer. Donc Peter Thiel, là, on commence à le connaître, Palantir, cette big tech de la data qui travaille pour le Pentagone, qui va servir de marchepied aussi à Donald Trump, à J.D. Vance, et qui est très influencé par un blogueur. On y vient, Curtis Yarvin. Regardez cet extrait des barons de la Silicon Valley à l'assaut de la démocratie des équipes du Vrai ou Faux. Peter Thiel va faire le pont entre deux visions du monde apparemment opposées. Les idées de la Silicon Valley, qui mettent en avant l'innovation et la liberté individuelle, et celles de la droite américaine, qui défend des valeurs ultra-conservatrices. Au fil des années, Peter Thiel épouse une vision plus autoritaire du pouvoir. Parmi ses sources idéologiques, on retrouve un ingénieur et écrivain, Curtis Yarvin, qui plaide pour un État mené par une aristocratie de la tech. I think that if you took any of the Fortune 500 CEOs and put him or her in charge of Washington, and I think you'd get something much, much better than what's there. Alors voilà, expliquez-nous un peu l'influence de ce Curtis Yarvin qui commence dans son garage, blogueur, qui prend de la place et qui, au fond, veut un État minimal et un PDG roi. Alors oui, sa proposition, qui est, comme je l'ai décrite, pamphlétaire, donc qui cherche à redécrire la réalité, l'une de ces clés de voûte, on va dire, c'est l'idée qu'il ne faut pas voir l'État comme étant une forme particulière, une entité politique particulière, qui serait légitimée démocratiquement parce qu'il serait l'expression de la volonté générale. Pour lui, l'État n'est rien d'autre qu'une entreprise qui a pour objectif la souveraineté du territoire et le maintien de l'ordre et la prospérité économique. Et donc finalement, sa proposition, c'est de dire que la démocratie est une manière terrible de gérer cette entreprise. Elle est dépensière, elle est bureaucratique et donc finalement perd beaucoup d'énergie à l'incertitude et à l'indécision. Et donc finalement, il faudrait restructurer tout ça. Il propose d'ailleurs qu'on mette à la tête d'un mécanique de transition une forme de liquidateur qui serait un PDG. Oui, on pense au Doge. Et le Doge, Elon Musk, ce département d'efficacité gouvernementale à la tête duquel avait été nommé Elon Musk et qui avait vocation au départ, et je pense que c'est important de le rappeler, à diviser par 2 le budget fédéral, ce qui est une proposition hallucinante et qui était, à mon avis, là pour provoquer aussi, pour ouvrir en quelque sorte la fenêtre de ce qui est acceptable. Et finalement, on retrouve certaines idées de Curtis Yarvin donc dans cette idée de faire de l'État une entreprise, en tout cas de la concevoir comme une entreprise et de la restructurer pour mettre à sa tête un PDG, mais on retrouve aussi son influence dans la proposition qui avait été faite pour régler la question, le conflit israélo-palestinien en faisant de Gaza une sorte d'État-entreprise.
ce vocabulaire n'était pas vraiment présent dans le trumpisme. Gaza et Riviera, Voilà, c'est de lui. Riviera du Moyen-Orient, il voulait en faire une forme d'entreprise dans lesquelles on pouvait investir. Et on aurait donné des parts de cet État aux Palestiniens en contrepartie des expulsions de ce Mais territoire. ce qui est frappant, Arnaud Miranda, dans votre livre, et quand on les lit, ces blogueurs qui, pour certains d'entre eux, Marc Andreessen par exemple, sont des milliardaires, ne l'oublions pas, c'est qu'ils ne parlent jamais d'argent. Or, en fait, tout ça repose sur, ni plus ni moins, la volonté de la Silicon Valley d'accaparer toujours plus de richesses et de faire toujours plus de profits. Donc là, ils ont quand même un sérieux problème de crédibilité. Alors, je pense que pour eux, c'est parfaitement cohérent. Peut-être que la nuance qu'il faudrait poser, c'est quand on pense à cette idée de faire des profits, on pense à une question d'augmentation des parts de marché. Or, ces capitalistes, enfin Peter Thiel et Marc Andreessen, sont des entrepreneurs qui ne conçoivent pas le capitalisme de cette manière. Marc Andreessen, rappelez-nous. Donc, Marc Andreessen, qui est un milliardaire qui a fondé Netscape et qui a investi dans beaucoup de projets tech de la Silicon Valley, donc un entrepreneur et un investisseur à succès. Qui défend une forme d'accélérationnisme technologique. Donc leur conception du capitalisme, elle n'est pas libérale. C'est pas l'idée d'augmenter des parts de marché. C'est un capitalisme que Arnaud Rhin, qui est un historien de l'économie, qui a écrit un livre qui est génial sur le capitalisme de finitude, montre bien qu'il y a une transition aujourd'hui. C'est un capitalisme de prédation. L'idée, c'est de créer des sortes de compagnies-États qui ne se déploient pas horizontalement en développant des parts de marché, mais verticalement en essayant de garder. Mais ça existait dans le passé, à l'époque coloniale notamment, Absolument. où on avait des compagnies qui géraient, notamment en Afrique, qui géraient des pans entiers du territoire. Quelle est la place de l'homme et de la machine pour ces gens-là? Est-ce qu'au fond, la machine n'est pas quasi déjà supérieure à l'homme? Alors, leur conception de la machine, et donc ça, c'est quelque chose, c'est un aspect de cette pensée qui est très particulier, c'est ce qu'on appelle l'accélérationnisme technologique. Nick Land, donc lui, c'est l'universitaire qui voilà, a beaucoup été sur Internet lui aussi. Qui est, disons, la version la plus futuriste de ces auteurs, et qui, donc, l'accélérationnisme qui prône une dérégulation de l'innovation technologique, et qui d'ailleurs, au passage, est en contradiction vraie et importante avec les conservateurs religieux. Donc il y a des tensions entre ces positions qui viennent de la Silicon Valley et le conservatisme religieux qui caractérise d'autres parts du Trumpisme. C'est important de le souligner. Et donc l'accélérationnisme technologique, c'est l'idée de déployer l'innovation pour créer, en tout cas si on suit certains blogueurs accélérationnistes, une forme de fusion entre l'homme et la machine. Ce n'est pas de dire que la machine va remplacer l'homme, c'est plutôt d'augmenter l'humanité par la machine, et pour créer une élite capable, supérieure à la masse, qui pourra gérer cet impérialisme d'un nouveau genre qui est en train de se mettre en place. Alors, comment ils nous voient? Et là, ça rejoint aussi le travail de Richard Verly, qui a fait ce reportage dans la Rust Belt auprès des Américains redneck MAGA. On est totalement décadents, nous, les Européens, à leurs yeux. Pourquoi? Alors on est non seulement décadent, mais on est aussi fini. C'est-à-dire que notre histoire est complètement terminée. Nous n'avons plus notre place dans cette nouvelle ère des empires, en fait, que ces blogueurs et ces penseurs néo-réactionnaires prennent pour acquis. C'est-à-dire l'idée que la Chine, elle, est déjà passée dans un autre stade de l'histoire, celui de l'accélération technologique, du capitalisme numérique, et elle a déjà la forme politique qui correspond à cette époque. Elle est déjà tournée vers la forme impériale. Et donc, le chantage, en quelque sorte, à la transformation politique et à la fin de la démocratie, c'est pour se mettre au niveau de la Chine. Et donc, l'idée, c'est de dire que l'Empire américain doit se constituer et être politiquement efficace s'il veut être en véritable capacité de rivaliser avec la Chine. Et dans ce monde nouveau des empires, l'Europe est au mieux la marge de l'Empire américain. Il y a un texte de Curtis Yarvin qui a été écrit juste avant l'invasion d'Ukraine par la Russie, où il disait finalement la meilleure chose qui pourrait arriver pour une politique américaine cohérente, c'est que la Russie menace à tel point l'Europe, les démocraties européennes et en particulier l'Europe de l'Ouest, qu'elles fassent leur transition pour sortir de la démocratie et donc qu'elles rejoignent. D'ailleurs, vous montrez les influences États-Unis avec la Russie, dans les deux sens. Même les Russes sont assez. Il y a certains intellectuels, Alexandre Douguine, que vous citez, par ces Peter Thiel intellectuels. est d'origine allemande, ne l'oublions pas. Donc Peter Thiel connaît bien l'Europe, et ce sont pour cela des intellectuels, et ça je crois que c'est important de le dire, qui utilisent Donald Trump. Parce que Donald Trump, très franchement, je ne sais pas s'il les a lus un seul jour, je ne sais pas s'il les comprend, et je crois même qu'il ne partage pas vraiment leurs opinions. Avec ça, pour terminer. Oui, je pense que c'est très important, vous me permettez de l'affirmer très clairement. L'idée de ce livre, c'est pas de dire que Trump
ne lit ces idéologues et applique leurs pensées, ni que ces idéologues sont sont des spin doctors de Trump. C'est absolument pas la manière dont je vois les choses. Je le décrirais plutôt comme une sorte de vaisseau idéologique dans lesquels vont se projeter un certain nombre de courants idéologiques. Il y avait l'alt-right qui était dominé par Steve Bannon, qui était très caractéristique du premier mandat, qui a un petit peu perdu de sa splendeur, ou en tout cas de son importance, même si elle reste présente dans la rhétorique de Trump. Il y avait ces catholiques post-libéraux, ou même cette droite chrétienne plus généralement conservatrice, qui a toujours son importance aujourd'hui, qui est même cruciale pour comprendre le Trumpisme. Et il y a ces courants néo-réactionnaires. Et chacun essaie de tirer son manipuler la bête du Trumpisme. Et je pense qu'il y a une expression qui est très caractéristique de ça. C'est Curtis Yarvin qui parle de Trump comme étant doté d'une énergie fantastique. Et en fait, ce qui fait la force de Trump et de son récit, de la manière dont il se présente lui-même, c'est qu'il se présente comme un vrai révolutionnaire, comme quelqu'un qui est porteur d'une énergie destructrice et de véritable remplacement et de transformation politique. Et c'est pour ça qu'il le voit comme un... Il est celui qui démolit et eux veulent remplacer. C'est passionnant. Il faut les lire, ces idéologues, ces néo-réactionnaires, pour mieux comprendre le monde dans lequel on est en train de basculer et savoir y résister. Merci infiniment, Arnaud Miranda. Les Lumières sombres, c'est dans la nouvelle collection de géopolitique de chez Gallimard.